Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est une entrée tout à fait ratée quand même là. Aujourd'hui les amis, je viens avec un air un petit peu comique, mais ça va pas durer, vous en faites pas. Aujourd'hui on a 5 histoires, 5 threads d'horreur qui sont tout à fait effrayants, et vous allez voir que plus on avance, et plus ils mettent dans le malaise et l'inconfort. Comme d'habitude dans les histoires d'horreur, je vous conseille de vous mettre dans votre chambre, dans le noir ou un endroit calme, et on va partir ensemble pour 5 threads d'horreur. Vous allez voir qu'aujourd'hui on va aller crescendo, et du coup on va commencer avec le premier thread d'horreur. Je précise aussi que les 5 histoires que je m'apprête à vous raconter sont totalement vraies. La première histoire, elle nous est racontée par Maxime et Emilien. Ce sont deux jeunes potes qui ont décidé une nuit d'aller faire un petit tour en ville. On est déjà très tard dans la nuit et déjà on va se mettre dans le contexte, c'est une ville qui est très animée. En gros, il y a des lampadaires partout, il y a du bruit, donc ils ne sont clairement pas seuls dans les rues. Ils se baladent alors sur ce trottoir lorsqu'ils entendent un bruit assez étrange. Ils remarquent tout de suite que c'est pas un bruit qui vient de la ville. C'est vraiment un bruit qui n'a rien à faire dans un environnement comme celui-ci. Ce son s'apparente à quelque chose qui est tombé. Ils le décrivent comme étant un sac d'ordures qui serait tombé au sol et qui aurait été rempli d'eau parce qu'ils ont aussi entendu un petit splash. Nos deux amis décident donc d'aller voir ce qui se passe et ils vont s'engouffrer dans une ruelle très sombre. Le premier truc qui va les interpeller, c'est bien sûr qu'il n'y a aucune lumière allumée. Vu qu'il n'y a aucune lumière allumée, on se demande donc d'où est-ce que ce sac aurait pu tomber. Et d'ailleurs, en jetant vite fait un coup d'œil autour d'eux, ils se rendent compte que toutes les fenêtres semblent être fermées. Ils vont alors avancer et ils vont bientôt découvrir ce qu'ils viennent d'entendre. Se dessine peu à peu devant eux un homme. Celui-ci est écrasé au sol et les prochains détails que je vais vous donner sont assez sordides. Il a le tibia et certains os du corps qui sortent de sa peau. Sa tête est écrasée au sol et son visage est rentré dans son crâne. Pour vous la faire courte, il vient de faire une chute du haut de sa fenêtre. Le premier réflexe de nos deux amis sont bien sûr de prendre leur téléphone et d'appeler la police. Ils vont alors jeter un œil et là ils y voient un homme. Celui-ci est habillé tout en noir et il semble les fixer depuis le balcon. Et cet échange de regards, il va être cassé. Cassé par un bruit qui vient d'en face d'eux, dans le noir de la ruelle. Ils y voient un homme habillé exactement de la même manière avancer vers eux. Maxime et Emilien continuent sur leur lancée, ils sont à présent au téléphone avec la police et ils leur expliquent la situation. C'est alors que l'homme qui se trouvait en face d'eux dans la ruelle se jette sur eux. Il leur court à toute vitesse en leur criant dessus. À ce moment-là, ils ne savent pas s'il est armé ou non, tout ce qu'ils savent c'est qu'il faut absolument se barrer d'ici. Nous, en écoutant l'histoire, il y a un premier truc qu'on peut comprendre, c'est que c'est sûrement eux qui ont jeté l'homme et qui l'ont fait s'écraser au sol. Sauf qu'à ce moment-là, eux, ils sont tellement dans la panique qu'ils n'ont pas encore fait le lien entre les deux. Ils vont donc essayer d'échapper à leurs poursuivants, et lorsqu'ils sont dans un endroit un peu plus en sécurité, ils continuent leur appel avec la police. Ils leur expliquent toute l'histoire, et décident ensuite de rentrer chez eux. Qui étaient donc ces deux hommes? Est-ce qu'ils ont jeté ce pauvre homme du balcon? Eh bien en fait, on ne le saura jamais, puisque cette histoire devient encore plus mystérieuse. Car quelques jours après, les deux amis vont essayer de retrouver dans les archives cet homme. Ils regardent dans les archives ainsi que dans les journaux pour voir les décès récents, sauf qu'ils remarquent que cette histoire n'est absolument écrite nulle part. Il n'y a aucun avis de décès pour cette journée ni la soirée où ils ont trouvé l'homme par terre. Il n'y a rien qui est écrit dans le journal et sur le site de la police, il n'y a aucune affaire qui a été ouverte concernant cet homme. Ils ont aussi fait des recherches pour voir qui habitait dans cet immeuble et plus précisément dans cet étage. Ils se sont rendus compte que dans l'immeuble où le monsieur habitait, et bien en fait il n'y avait personne. Cette courte histoire se termine donc sur une interrogation. Qui étaient ces hommes? Qu'est-ce qu'ils voulaient à cette troisième personne? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont lancé du balcon? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune enquête de police ouverte à propos de cette histoire, ni aucun avis de décès dans les journaux? Est-ce que quelqu'un essaierait d'effacer cette histoire? Et si les deux personnes qui auraient jeté le pauvre homme faisaient partie de la police? Je vous laisse dans les commentaires faire des théories parce que malheureusement on n'en sait pas plus. La deuxième histoire, les amis, on va monter d'un cran. Les amis, comme je vous ai dit, on va y aller crescendo, donc la deuxième histoire, elle fait légèrement plus peur que celle-ci. Si vous avez compris en fait ce que ça veut dire crescendo, soyez pas débiles non plus. La deuxième histoire est l'histoire d'Emma. Emma, elle nous dit qu'elle travaille de nuit dans un espèce de gros bâtiment. Dans ce bâtiment, il y a plusieurs gens qui travaillent la nuit et ce sont plus ou moins des bureaux. Elle nous dit aussi que c'est un bâtiment qui est très protégé. En gros, il faut des badges et des codes pour rentrer à peu près partout. Nous sommes donc en pleine nuit devant ce bâtiment et Emma rentre à l'accueil.
Devant elle, lui fait face tout de suite plusieurs ascenseurs. Et maintenant, il faut que je vous explique un petit peu comment ces ascenseurs fonctionnent, car ça va être assez utile pour la suite du thread. Il y a plusieurs ascenseurs qui vont tous à des étages différents. Par exemple, l'ascenseur numéro 5 va du 11e au 15e étage. Il ne fait pas les étages avant. Et un autre exemple, l'ascenseur numéro 1 ne fait que le premier étage jusqu'au 6e. Bref, il y a environ 6-7 ascenseurs et tous les ascenseurs font des niveaux différents. Un autre détail qui est assez important, c'est que tous les ascenseurs ont besoin d'un code pour fonctionner. Elle nous explique que son bureau se trouve au 14e étage et donc qu'elle a besoin de faire le code 14 14 14 dans l'ascenseur numéro 5. À côté d'elle se trouve aussi un autre homme habillé tout en noir et elle nous dit tout de suite que celui-ci est très étrange. Pour la raison suivante, ça n'a pas l'air du tout qu'il travaille dans ses bureaux. Il est assez sale sur lui, il a des habits qui conviennent pas spécialement des gens qui travaillent dans des bureaux, et surtout il a l'air très stressé. Ce monsieur-là est devant l'ascenseur numéro 1, et les deux attendent donc que les portes s'ouvrent pour aller à leurs bureaux respectifs. Et c'est durant ce temps d'attente que les choses vont un petit peu mal tourner. En effet, l'homme à côté d'elle, qui jusqu'à maintenant ne parlait pas spécialement, va commencer à lui adresser la parole. Sauf qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. C'est pas qu'il parle dans une autre langue, c'est juste qu'on n'arrive pas à comprendre ce qu'il essaie de dire. Il bafouille, il chuchote, bref, en fait, on dirait même qu'il n'est pas tout seul dans sa tête. C'est un petit peu en train d'effrayer Emma, qui commence à avoir des petits soupçons sur vraiment est-ce que le mec travaille ici. Soupçons qui vont se vérifier dans quelques secondes, puisque l'ascenseur de l'homme arrive, les portes s'ouvrent, et il décide de rentrer. Sauf que lorsque l'ascenseur se ferme, elle remarque quelque chose qui va la pétrifier. En effet, l'ascenseur ne bouge pas. En gros, il reste au même niveau, c'est-à-dire au rez-de-chaussée. Et là, elle se dit tout de suite, c'est mort, il connaît pas le code. En fait, elle pense qu'il a voulu se rendre dans un bureau d'en haut et qu'il vient seulement de se rendre compte maintenant qu'il fallait un code pour y accéder. Son ascenseur, elle arrive, elle rentre donc dedans et elle fait le code 14 14 14. Et lorsque les portes se ferment, elle entend la sonnerie de l'ascenseur d'à côté et elle voit le mec sortir et rentrer dans son ascenseur à elle. Elle se retrouve donc seule avec lui enfermé dans cette petite boîte et il est super bizarre. Elle remarque seulement maintenant qu'il a une sacoche en bandoulière et qu'il met sa main pour chercher quelque chose. Elle n'arrive pas à savoir ou à voir ce qu'il cherche, elle voit simplement qu'il tremble et surtout qu'il n'arrive pas à sortir ce qu'il veut prendre. Elle arrive finalement au niveau 14 et elle sort. Lui, il reste à l'intérieur, toujours en essayant de chercher son truc dans sa sacoche. Elle traverse le couloir et elle voit déjà de l'autre côté de la vitre son coéquipier qui l'attendait pour travailler. Celui-ci est sur l'ordinateur et pour accéder à cette pièce, il lui faut bien sûr un badge. Elle s'apprête donc à badger pour rentrer dans cette pièce et elle voit que son coéquipier la fixe. Il affiche un visage assez étrange. Elle comprend tout de suite dans ses yeux qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle se retourne alors, elle voit l'homme avec sa sacoche qui commence à lui courir après. En plus, il fait des trucs vraiment bizarres, genre il grogne et il monte ses mains comme s'il voulait la griffer. Et là, elle arrive à badger à la dernière seconde, à rentrer et à fermer la porte. Il se trouve alors de l'autre côté de la porte vitrée, ce qui veut dire que les deux se voient. Et il fait des trucs vraiment très bizarres. Genre il griffe la porte, il lèche la vitre, il essaie de grignoter la poignée, il colle ses yeux contre la vitre. En gros, il agit un petit peu comme un animal. Emma ainsi que son coéquipier savent qu'ils ne sont pas en sécurité et ils décident donc d'appeler la police. Sauf que cette nuit-là, la police mettra 20 minutes à arriver. Et ce sont donc 20 minutes de calvaire qu'ils vont passer à essayer de retenir la porte vitrée pour pas qu'elle s'ouvre et qu'elle cède sous les coups de l'homme. Et elle décrit vraiment son comportement durant ces 20 minutes comme un vrai comportement de psychopathe qui se conduit vraiment comme un animal. La police arrive et embarque l'homme et ils ne sauront jamais ce qu'ils voulaient. Ils n'auront plus aucun retour de la police et ils n'auront aucun retour sur ce qu'il y avait dans sa sacoche. Tout ce qu'ils savent, c'est que cet homme avait réellement un problème mental et heureusement qu'elle travaille dans un bâtiment où tout a besoin de codes et de badges, sinon elle ne sait pas ce qui lui serait arrivé, mais c'est pas joli. On va à présent avancer avec la troisième histoire et cette histoire se passe aux États-Unis. C'est l'histoire de Jack. Alors pour vous expliquer, c'est l'histoire du père d'un internaute, et cet internaute nous a donc raconté l'histoire de son père. Moi je vais vous raconter l'histoire comme si c'était Jack qui vous la racontait, pour que ce soit plus facile à comprendre. Au moment où cette histoire se déroule, Jack il a une vingtaine d'années, et il nous explique qu'il est dans un hôtel avec sa petite amie. Ils sont dans leur chambre, plongés dans le noir, et à un moment donné, il sait pas pourquoi, mais il se réveille. Vous savez, ça arrive souvent, genre tu te réveilles et tu sais pas vraiment pourquoi tu t'es réveillé, mais
il y a un truc qui t'a réveillé. Et le truc qui t'a réveillé, soit il est plus là, soit il est caché dans la pénombre, donc tu sais pas ce que c'est. Souvent c'est un tueur en série, sauf que tu le vois pas parce qu'il est sous ton lit. Ah, donc ça c'était juste gratuit pour après la vidéo, comme ça vous allez bien regarder sur votre lit ce soir. Pour en revenir à notre histoire, Jack se réveille et là il aperçoit devant son lit la silhouette d'un homme. Cet homme se tient immobile et droit devant lui. Jack commence à paniquer, ce qui est normal, et l'homme en voyant ça va se jeter sur la petite amie de Jack. De ce qu'il nous explique, il a tenté de la violer. Jack prend alors le mec et commence à se taper avec lui, sauf que le pire truc qui aurait pu arriver dans cette situation va malheureusement arriver. Le mec va sortir un couteau et planter Jack. Sauf qu'il va pas le planter un peu, il va le planter 11 fois. Jack se prend donc 11 coups de couteau partout sur le corps et l'autre mec le laisse alors tomber au sol et s'enfuit. La petite amie de Jack appelle alors la police ainsi que les ambulances et je sais pas par quel miracle, mais Jack s'en sort. Son fils nous dit notamment qu'il était touché au niveau des poumons, mais que le premier mec à arriver était un policier en formation et qui lui a fait les premiers soins, ce qui lui a sauvé la vie. Le mec qui a fait ça a été retrouvé et on apprend vite que 2 jours avant, il était déjà au tribunal pour une affaire similaire puisqu'il avait poignardé une jeune femme dans la rue. L'homme est alors mis derrière les barreaux et Jack continue sa vie en essayant d'oublier ce qui s'est passé. Nous sommes 40 ans plus tard et Jack a une petite passion. Il adore aller dans les bars pour faire des concerts avec ses potes, mais vraiment genre c'est lui qui fait le concert. Du coup genre il joue d'un instrument. Il est donc en train de jouer de son instrument avec ses potes et là il remarque quelqu'un dans la foule. Il n'arrive pas à l'expliquer pourquoi, mais il a l'impression de connaître cette personne. D'autant plus que cette personne est vraiment au milieu de la foule, immobile, et regarde Jack. Et c'est là, et heureusement pour lui d'ailleurs, qu'il se rend compte que le gars qui est dans la foule au milieu de tout le monde en train de le fixer, c'est le gars qui était dans sa chambre d'hôtel il y a 40 ans et qui l'avait poignardé. Il décide de continuer à jouer de son truc et je sais même pas ce que je fais comme instrument là à vrai dire. C'est un mélange entre la basse et la guitare. En plein milieu du concert, il décide d'aller voir les gens qui organisent et d'expliquer l'histoire et ils vont donc appeler les videurs qui vont le foutre dehors. Est-ce que ce mec-là lui voulait vraiment du mal, encore une fois? Déjà, premièrement, ce qui est flippant, comment est-ce qu'il a fait pour le retrouver? Ensuite, pourquoi est-ce qu'il reste immobile devant son concert? Et est-ce qu'il avait quelque chose en tête? Selon les théories, il avait quelque chose en tête puisque, en fait, on l'a retrouvé 2 jours plus tard, pendu dans sa chambre d'hôtel. Ce qui veut dire que Jack était peut-être son dernier meurtre avant de mettre fin à ses jours. Ou alors peut-être que parce qu'il n'a pas pu finir son truc avec Jack, il s'est suicidé. En tout cas, on ne sait pas la fin de l'histoire du côté du tueur. Tout ce qu'on sait, c'est que Jack, lui, il est sain et sauf. Et nous sommes donc partis pour la 4e histoire. La 4e histoire, c'est l'histoire la plus longue de tous les 4 threads. Et c'est aussi celle qui a le plus de détails. Donc essaie quand même de suivre un minimum. La 4e histoire, c'est l'histoire de Sabrina. Sabrina nous explique qu'elle a emménagé dans une nouvelle ville pour plusieurs raisons et notamment parce que la ville où elle a emménagé, c'est là où il n'y a pas trop d'activités, mais il y a quand même assez d'activités pour faire des trucs la fin de semaine. Raison assez éclatée au sol quand même, hein, parce que ça coûte cher un déménagement, donc si tu déménages juste parce qu'il y a un carrefour à côté de chez toi... Et Sabrina, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir à propos d'elle. Premièrement, c'est une fille qui a beaucoup de problèmes avec elle-même. Et notamment au niveau de la dépression. La dépression, tout le monde sait, c'est quelque chose qui est franchement pas facile et il y en a beaucoup d'entre vous qui pourraient compatir à ce qu'elle vit parce que vous le vivez actuellement, vous l'avez peut-être vécu. Et du coup, la dépression, c'est un truc qui était assez fort et dur dans sa vie. Et le fait qu'elle soit passée au travers de ça, c'est quelque chose qui l'a vraiment endurci. Et plus que l'avoir endurci, ça lui a aussi permis de pouvoir parler plus facilement à tout le monde et n'importe qui. Au moment où toute cette histoire commence, Sabrina est au magasin et elle est au téléphone avec son père. Et elle est justement en train de lui expliquer qu'elle est passée au travers de cette dépression. Et donc en gros, elle parle de plein de trucs très personnels. Et surtout, elle parle de ça très très fort, ce qui veut dire qu'il y a plein de gens autour qui entendent. Elle nous dit dans le thread qu'elle s'en fout un petit peu et que justement le fait qu'elle soit passée au travers de la dépression, ça l'aide à pouvoir sortir ça devant tout le monde sans qu'elle soit gênée. Bon, après de là, casser les couilles à tout le monde devant l'entrée du carrefour, voilà. Bref, elle est en train de raconter sa vie et lorsqu'elle raccroche, il y a un vieux monsieur d'environ 60 ans, très petit avec une casquette, qui vient la voir et qui lui dit « J'ai pas pu m'empêcher d'écouter ce que tu disais et franchement, bravo à toi. » Tout de suite, elle le remercie et il lui demande s'il peut prier pour elle ce soir. Sabrina nous dit qu'au travers de sa dépression, elle est aussi devenue très spirituelle et du coup, elle lui dit « avec grand plaisir ».
Et la discussion commence ainsi. Commence une discussion d'environ 1 heure, où elle va apprendre à connaître ce vieux monsieur, qui franchement fait penser au Père Noël. Il est ultra gentil, il l'invite à venir à la messe les dimanches, et elle se sent très à l'aise avec lui. D'autres choses à savoir, c'est que cet homme a fait l'armée, et qu'il était au plus haut grade possible dans l'armée. Je connais pas exactement les grades, mais s'il y a des grades très hauts, il était parmi eux. Il va aussi donner d'autres infos, comme par exemple qu'il fait du jujitsu, et qu'il connaît plein de prises pour endormir les gens. Bref, il raconte un peu sa vie, et lui donne même son email parce qu'il aimerait bien pouvoir rester en contact avec elle pour organiser des choses à l'église le dimanche. Elle accepte avec grand plaisir et rentre chez elle. Le lendemain matin, elle va alors recevoir un message de cet homme qui lui demande si le dimanche elle pouvait venir avec lui à la messe. Elle va lui répondre qu'elle veut effectivement bien venir avec lui, et c'est comme ça qu'ils vont créer un petit rituel où tous les dimanches ils vont aller ensemble à la messe. Au fur et à mesure du temps, il y a une certaine amitié qui va se créer, et un jour il l'invite à manger au restaurant. Elle va alors amener son frère avec elle, parce que ça reste quand même un petit peu bizarre de venir avec un mec de 60 ans pour manger, et là, le premier red flag de cette relation, il arrive, il vient se planter comme ça. En gros, quand il arrive, il parle un petit peu avec Scott, et ensuite il lui dit merci d'être venu, on se verra la prochaine fois, ciao. C'était pas du tout ça le plan. Du coup, là, Sabrina, elle est un petit peu gênée, mais elle lui dit non, en fait, Scott, il va rester avec nous durant tout le repas. On sait pas encore si c'était trop chelou ou si c'était juste vraiment une erreur de sa part. Et après le repas, Scott et le vieux monsieur s'entendent très bien, elle repart chez elle. Quelques mois après, il y a vraiment une relation d'amitié forte qui s'est créée entre les deux, et elle décide même d'inviter le vieil homme chez elle pour son anniversaire. Il y a bien sûr d'autres amis à elle ainsi que ses frères et sœurs qui seront là, et là, elle apprend quelque chose sur Scott qu'elle ne savait pas, c'est que Scott est sans abri. Et même plus que ça, Scott n'a pas de femme. Apparemment, celle-ci serait morte lorsqu'il était plus jeune. C'est assez attristant et du coup, elle propose au vieil homme de ramener ses affaires chez elle pour qu'elle puisse lui les laver et même de passer de temps en temps à la maison. Il parle aussi régulièrement par mail, mais il va lui demander « Est-ce que tu pourrais m'envoyer une photo de toi ?» Alors, c'est clair que nous, vu de l'extérieur, déjà c'est mort, c'est trop bizarre. Mais pour elle, en connaissant le mec et en connaissant son histoire, et en le côtoyant vraiment beaucoup, elle sait qu'il n'y a rien derrière. Du moins, elle pense. Elle lui envoie donc la photo un petit peu à contre-cœur, et surtout elle lui dit « Ce serait peut-être bien que tu t'inscrives sur les réseaux sociaux ». Et il lui dit « J'ai pas de réseaux sociaux, c'est trop récent pour moi, je sais pas utiliser ça, on va rester sur les mails ». Toute cette histoire, bien qu'elle soit un peu étrange, a l'air plus ou moins normale. C'est le seul moment de cette histoire où ça l'est encore. À partir de là, maintenant, c'est juste une dégringolade, de pire en pire. Et toute cette dégringolade va vraiment commencer au début de la nuit. Ils étaient à un rendez-vous pour organiser des trucs pour le dimanche, pour la messe. Et là, le mec l'embrasse. Il a 60 piges. Il l'embrasse, bien sûr, elle essaie de refuser, mais le mal est fait. Et là, en fait, genre, tout ce qu'elle pensait être juste bizarre, mais ça passe, tout prend du sens, l'un après l'autre. Et en fait, c'est ça qui est horrible dans cette histoire, c'est que plus elle va avancer et plus elle va faire des découvertes horribles. Premièrement, elle va rentrer chez elle, elle va genre même pas croire ce qui vient de se passer. Et là, elle va alors relire les emails et elle va vraiment comprendre à quel point elle a été aveugle. Dans plein d'emails, il parle de sa petite sœur à elle, il parle d'elle, il parle même de son frère en disant que vous êtes des anges, que vous êtes magnifiques, machin. Il a toujours un rapport un peu spirituel avec Dieu. Quand on prend ça d'un côté plus pervers, ça prend un tout autre sens. Elle va alors décider de taper son nom et son nom de famille sur internet, et là, découverte encore pire. Elle voit sa tête dans un article de journal. Il y a écrit son nom, son prénom, et surtout, cette information suivante, il s'agit d'un pervers. Il a essayé de violer plusieurs enfants dans son ancien travail, mais en dessous de cette recherche, il y a d'autres choses, comme par exemple son Insta et son Facebook. Elle y voit dessus plein de photos de lui avec des femmes, et surtout, avec sa femme, qui est censée être morte, je vous le rappelle. En fait, le mec n'a jamais été SDF, il habite vraiment dans une maison avec une femme, et à côté de ça, il a plein d'enfants qu'il ajoute sur Instagram pour faire des trucs hyper chelous avec eux. En fait, quand on va dans ses followings, on voit que la majorité des gens, c'est juste des enfants mineurs. Elle va leur appeler un pote à son frère pour avoir quelques infos supplémentaires. Elle va lui parler d'histoire et il va déjà lui dire plusieurs choses. Premièrement, il n'a pas travaillé dans l'armée. Il le sait parce que son père à lui a travaillé dans l'armée et il lui a dit que le grade qu'il avait fait, genre c'est un grade super officiel, quasiment impossible à avoir, il lui dit qu'en gros c'est impossible qu'il ait fait ce grade là. Donc en fait c'est même possible qu'il ne soit même pas allé dans l'armée. Deuxièmement, le truc du jujitsu,
c'est de la connerie. Parce qu'il a dit qu'il n'y a aucune prise au Jiu-Jitsu qui te permet d'endormir des gens. C'est que des anecdotes, mais il y a plein d'informations comme ça qui étaient juste du gros mytho. Elle va alors décider d'aller chez une amie et de s'isoler un petit peu pour repenser à tout ce qui s'est passé. Sauf que cette amie, elle n'est pas encore là, donc elle se retrouve seule dans cette maison. Et là, il y a quelqu'un qui toque à la porte. Elle regarde au travers de la fenêtre et c'est l'homme qui est là. Il l'a suivi et surtout, il lui demande de rentrer. Elle, bien sûr, elle lui dit non, c'est mort, et elle appelle directement la police. Sauf que le mec ne veut pas partir, il va donc essayer de rentrer par tous les côtés, et heureusement la police va arriver avant qu'il puisse entrer, et va alors s'engager une poursuite au tribunal entre les deux. Alors je sais que ça fait pas trop ce trait d'horreur, mais moi je trouve vraiment que c'est assez flippant de voir la dégénérescence du mec, surtout que pendant le moment où ils étaient au tribunal, et ben le mec a complètement changé de visage. La façon dont il parlait, ce qu'il disait, ce qu'il racontait comme anecdote, même sa vie, tout avait complètement changé. Ce n'était même plus le même homme. Tout ce qui était resté de lui, c'était son prénom. Enfin, franchement, moi, je trouve que c'est assez flippant de voir comment quelqu'un qu'on pense connaître pendant des mois et en fait, pas du tout ce qu'on pensait. La dernière histoire, c'est l'histoire de Mike. Mike, il nous raconte qu'il était tranquillement chez lui, il était environ 2h du matin. Il s'ouvre une petite bière et il se fout devant la télé. Il est tranquillement assis lorsqu'il entend toquer. Il se dit d'abord que c'est peut-être une erreur et il va même pas voir. Sauf que là, ça toque de plus en plus fort et surtout il entend quelqu'un parler de l'autre côté de la porte. Il va alors décider de se lever avec sa petite bière et d'ouvrir la porte. Se dessine alors devant lui une jeune fille qui lui demande de l'aide. Il lui explique que son petit copain n'a plus d'essence dans sa voiture et elle lui montre même une voiture garée de l'autre côté de la rue et elle lui demande juste de pouvoir utiliser son téléphone pour pouvoir appeler son petit copain. Elle commence donc à l'appeler et l'appel va durer franchement assez longtemps. Ce qui saoule un petit peu notre ami Mike parce que lui il aimerait bien aller au lit. Lorsqu'elle parle au téléphone d'ailleurs, c'est assez étrange, mais elle répond pas beaucoup de choses. Genre il y a beaucoup d'indications de la part de son petit copain, mais elle ne répond quasiment rien. Mike essaie d'écourter un peu l'appel pour pouvoir reprendre son téléphone, et ensuite elle va lui demander est-ce qu'elle peut utiliser ses toilettes. Ce à quoi Mike dit non, c'est mort, moi je vais aller me coucher, bonne chance, et il ferme la porte. Et à la seconde où il ferme la porte, il entend de l'autre côté la voix de la fille lui dire « Tu as fait le bon choix ». Mike s'arrête net et ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Et en regardant par la fenêtre, il voit qu'il y a un deuxième homme qui se cachait juste dans les buissons, qui avance. Et surtout, le mec a une capuche avec un espèce de masque qu'on trouve dans The Purge. La purge. Ah, la purge en français. Et là, les deux commencent à lui parler derrière la porte en lui disant « T'as bien fait de pas ouvrir, mais on va quand même essayer de rentrer. » Directement, qu'est-ce qu'il fait? On est aux États-Unis, il prend son arme, il appelle la police. Et il les prévient que s'il y en a un qui rentre, il shoot. La police est sur le point d'arriver et eux, ils font tout le tour de la maison en essayant de trouver des entrées. Ils vont essayer de rentrer par les portes, par les fenêtres et juste avant que la police arrive, ils se taillent. Lorsque la police arrive, Mike va donner une description de ce qui s'est passé ainsi que physiquement à quoi ressemblaient la jeune fille et le jeune homme et la police va lui apprendre quelque chose d'assez effrayant. En effet, ce n'est pas la première fois que ça arrive puisque cette nuit-là, déjà 3 personnes ont appelé la police pour les mêmes raisons, décrivant un homme avec un masque ainsi qu'une jeune femme, avec le même scénario de la voiture qui tombe en panne, et tous les 3 ont signalé qu'il y avait une tentative d'intrusion chez eux. Mike nous dit que ces 3 personnes n'ont jamais été retrouvées et qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils avaient en tête et pourquoi ils voulaient absolument rentrer chez les gens. On sait très bien que c'est un truc qui devait être pas très joli à voir, et d'ailleurs, heureusement que Mike ainsi que les 3 autres personnes n'ont jamais ouvert la porte. Du moins pas pour les laisser rentrer. Merci d'avoir regardé ces 5 threads d'horreur, j'espère qu'ils vous auront plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou dans une ancienne. Jusque là, portez-vous bien, c'était Julano, ciao, et bonne nuit.